bonsoir. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, des interrogations fusent de partout. Le président Paul Biya sera-t-il à nouveau candidat? Le système électoral camerounais est-il prêt à garantir une élection crédible? L'alternance politique est-elle encore possible dans un pays où le pouvoir semble éternel? Mais au-delà de ces interrogations immédiates, ce sont des enjeux plus profonds qui se posent: l'avenir de notre démocratie, le rôle des intellectuels, la place de la société civile, la montée du tribalisme et la nécessité de reconstruire une conscience nationale. Pour en parler, nous recevons ce soir un invité dont la parole fait autorité dans les milieux académiques et dans les cercles de réflexion politique. Le professeur Moïse Timchuang, agrégé des facultés de droit, enseignant à l'université de Tchang et auteur de plusieurs ouvrages. Avec lui, nous tenterons de comprendre les blocages du système, mais aussi d'entrevoir des voies possibles pour une transition démocratique apaisée et crédible. En résumé, candidature de Paul Biya, réforme électorale, rôle des intellectuels, tribalisme et société civile, controverse sur l'éligibilité de Maurice Kamto, rien ne sera laissé de côté. Professeur Timchuang, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita Tongo. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs et au-delà, ceux qui pourront d'une manière ou d'une autre accéder à cet échange qui, je l'espère, sera enrichissant pour nous tous. Je dis combien nous sommes honorés de vous avoir ce soir. Vous êtes d'habitude à Tchang, mais exceptionnellement, vous êtes à Douala et vous nous faites évidemment l'amabilité, le plaisir d'être avec nous pour évidemment échanger autour des problématiques avec nos téléspectateurs. En tout cas, c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que je peux communiquer sur les thématiques autour desquelles je pense que je peux avoir une parole à donner. Et puis, puisque vous me découvrez peut-être seulement ces derniers temps, ce sera l'occasion peut-être de dire à tous nos téléspectateurs que ma passion pour l'éducation de masse ne remonte pas d'aujourd'hui. Au lendemain de l'obtention de ma maîtrise, je suis l'un de ceux qui animent une émission de vulgarisation du droit au Poste National et à la CRTV avec M. Guy Roger Eba. C'est bien un contemporain, même s'il a pris sa retraite, il nous écoute quelque part. Donc avec lui, je pouvais animer une émission à la radio et après on préparait une capsule de 6 minutes qui était diffusée à Tam Tam Weekend. Les gens ont certainement oublié. Et au lendemain de mon recrutement à l'université de Tchang, je crée avec la bénédiction du doyen de l'époque, de mon doyen de l'époque, le professeur Paul Girard Pogoué, une émission à Radio Bafoussam, à la CRTV Ouest, qui est baptisée Lumière du droit. Et cette émission est animée alternativement, soit par M. Nicodème Tétan, plus connu dans les cercles sportifs, mais qui avait un diplôme de droit à l'université de Tchang, mais aussi par Feu Roger Djampa. Et donc, avec l'avènement des TIC, vous comprenez que j'ai simplement essayé de moderniser cette passion pour la communication de masse en créant donc, une page YouTube, sans publicité, je l'espère que vous... Non, pas du tout, au contraire. Donc, en créant une page YouTube qui est baptisée Le droit au 237, qui aborde, n'est-ce pas, diverses thématiques de la vie sociale, parmi lesquelles les questions des droits des enfants, les questions successorales, les questions d'état civil, les questions de la double nationalité. Et vous voyez que les thématiques politiques se sont simplement invitées. Mais la passion d'éducation de masse est intervenue avant. J'oubliais les questions de contrôle et de circulation routière. Et à cet égard, la semaine prochaine, vous allez être servi avec le nouveau bébé, qui est un ouvrage d'environ 500 pages en format B5, que j'ai donc coordonné avec la participation de 11 de mes collègues. C'est quoi le titre? Le titre, c'est La circulation routière dans l'espace CEMAC. Et cet ouvrage est axé sur le commentaire et la notation du Code communautaire de la route, qui est un texte extrêmement important, qui est entré en vigueur depuis 2001, sous la présidence d'un Camerounais, monsieur le ministre Martin Okuda, mais qui, curieusement, est fortement ignoré. Vous voyez, c'est un texte qui existe depuis 24 ans, mais dont la connaissance fait problème, y compris même au niveau de la gendarmerie nationale. Pourquoi vous le faites ressusciter? Qu'est-ce qui peut être la plus-value aujourd'hui? Quel impact pourrait-il avoir au regard, évidemment, de tout ce qu'on a comme accident de la circulation? Il y en a encore eu avant-hier. Justement, c'est l'ignorance de ce texte qui m'amène
à le remettre au goût du jour, parce qu'il est resté en vigueur, il est en vigueur. Okay. C'est un texte qui n'est pas abrogé. Et s'agissant d'un règlement communautaire, vous comprenez qu'il prend place dans l'ordonnancement juridique au Cameroun, immédiatement en dessous de la Constitution. Ça veut dire que toutes les lois routières au Cameroun sont soumises à l'autorité du Code communautaire de la route. Du Code communautaire de la route. Donc, en essayant de le vulgariser, cela permet de renforcer les capacités de tous les fonctionnaires en charge des contrôles routiers, mais aussi d'outiller les usagers de la route qui sont généralement victimes d'abus, mais dont je situe les causes essentiellement au niveau de l'ignorance. Parce que mes propres enquêtes m'ont permis de découvrir que près de 85% des fonctionnaires qui sont chargés des contrôles routiers n'ont jamais cherché à lire le texte qui incrimine les faits qu'ils sont pourtant appelés à constater sur les routes. Et pourtant, et le texte de base qui incrimine tous les comportements, c'est le Code communautaire de la route. Et pour vous donner un seul exemple, vous avez vu les changements par rapport à la ceinture de sécurité. Le port de la ceinture de sécurité est un enjeu sécuritaire pour chacun de nous. Mais quand on en vient au volet pénal, le port de la ceinture de sécurité n'est obligatoire que pour le chauffeur et le passager qui est à l'avant. Ça, c'est un détail, par exemple, qui vous permet de voir. Je peux parler ainsi de la boîte à pharmacie, je peux parler des questions des vues de fumée. Donc, toutes ces infractions sont pourtant définies par les textes. Et étant donné qu'on est en matière pénale, il y a deux principes cardinaux en la matière. Le premier, c'est le principe de la légalité criminelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction sans texte. Et le second, c'est que lorsque le texte a défini les éléments de l'infraction, l'interprétation doit se faire de manière stricte. Alors, si je vous laisse y aller, on va finir par rester dans... Voilà. C'est intéressant dans tous les cas. Merci beaucoup. Évidemment qu'on sera bien heureux, éventuellement, si c'est une conférence de presse. Voilà, vous serez informé en tout cas des cérémonies de dédicace que nous pourrons être amenés à on suivra tout organiser. Ça. Voilà. L'intérêt est majeur parce qu'évidemment, on sait ce qu'il y a sur nos routes en termes d'accidents et de dégâts au sein de nos familles. Mais cela dit, vous nous avez tendu la perche, ça nous permet... Vous avez fait toutes vos études à Tchang? Non, je suis arrivé à Tchang uniquement pour les besoins d'enseignement. Vous savez, l'université de Tchang est créée en 1993, mais elle entre en activité seulement à partir de l'année 93-94. On sait que l'année académique commence en octobre. Donc elle est créée par un décret de janvier 93, mais la première cuvée n'est recruté qu'à partir d'octobre 93. Et je fais justement partie de la première cuvée des enseignants, des enseignants permanents de l'université de Tchang, même si nous avons rencontré des collègues qui étaient de l'ancienne ENSA, l'ancienne école normale supérieure d'agronomie. Mais comme université de Tchang, je fais partie des 5 premiers enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques, recrutés en son temps par le professeur Roger Gabriel Lep. Mais avant d'arriver à Tchang, toutes mes études, je les avais faites jusque-là à l'ancienne université de Yaoundé en Guakelé. Bon, par la suite, je suis recruté sans thèse, parce que j'étais le major de ma promotion en DEA. Et donc, avec la création des universités, la ressource humaine manquait. Et donc, les textes permettant de recruter les titulaires de DEA, il allait de soi que si on voulait un privatiste, c'était naturellement moi. Bon, j'avais l'option entre Ngaoundéré et Tchang, mais j'ai préféré Tchang. Mais n'étant pas encore titulaire de thèse de doctorat, je vais donc soutenir mon premier doctorat à l'université de Yaoundé 2, parce que Yaoundé 2 est créée en même temps que l'université de Tchang, dont je la soutiens en 2000, ayant naturellement connu quelques péripéties douloureuses avec une première thèse que je préparais, qui n'a pas pu arriver à son terme avec le professeur Stanislas Meloné, le premier recteur de l'université de Douala. Et ma seconde thèse, je la fais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est après ça que je me prépare au concours d'agrégation que j'obtiens donc à la 15e édition, à la 17e édition à Lomé, au Togo. Et depuis, vous n'êtes qu'à Tchang? Oui, bon, je suis enseignant permanent à Tchang. Mais en tant qu'universitaire, vous savez, c'est la mobilité qui caractérise notre corps. Et donc, j'ai des prestations d'enseignement dans diverses autres universités, à l'intérieur comme à l'extérieur. Bon, je dois aussi préciser qu'à l'intérieur, notamment, j'ai occupé les postes de coordonnateur adjoint du département d'administration générale, au CEFAM, connu actuellement comme étant la NASLA, dont je faisais partie vraiment des piliers. Et j'ai coordonné le comité technique d'élaboration des curriculums de formation au niveau de la NASLA. Et donc, en termes d'enseignement, j'ai fait des missions d'enseignement à Abomey-Calavi, mais aussi à Ouagadougou, à l'université Thomas Sankara. Bon, j'ai fait quelques
quelques séminaires en France, et puis à Bangui. Et je crois aussi j'ai enseigné à l'Université des droits de l'homme du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. D'accord. De Côte d'Ivoire. Alors, le primaire, secondaire au Cameroun aussi? Oui, le primaire, c'était naturellement dans le village où je suis né, je ne sais pas si c'est une ville, juste à quelques encablures de Konsamba. C'est un village qu'on appelle Eboubaré. Okay. N'est-ce pas? Eboubaré, donc je suis né à Eboubaré. Je fais mon primaire là-bas. Et après, les CES étaient par arrondissement. Lorsque je passe l'entrée en 6e, je fais mes études au CES de Mélan, mais dont le site se trouvait à Écoute-Camp. Okay. N'est-ce pas? Écoute-Camp, c'est le village de feu Samuel Ebois. Ouais. Donc je fais le premier cycle du secondaire là-bas jusqu'en 3e. Lorsqu'on passait le CES, on était transféré d'office au lycée. Et le seul lycée qui existait en son temps, on est dans les années 83-84, hein, le seul lycée qui existait, c'était le lycée du Manengouba. Absolument. En Konsamba. Donc je suis transféré là-bas, j'obtiens mon baccalauréat et naturellement, je rejoins dans l'université de Yaoundé où j'achève mes études là-bas au niveau du doctorat de 3e cycle qui est soutenu finalement à Yaoundé 2, c'est-à-dire après l'éclatement de l'université. On peut dire que vous êtes un produit du professeur Gabriel Lep? Ah oui, bien sûr. Le professeur Roger Gabriel Lep a été mon maître. Il m'a enseigné, je crois qu'en son temps, c'était le droit administratif. Et c'est lui qui m'a recruté, parce que le professeur Roger Gabriel Lep est le premier secrétaire général de l'université de Tchang. Okay. Et cumulativement, il était le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang. Et donc, c'est lui qui nous recrute. Et vraiment, quand je le dis là, j'ai un peu de frisson, parce que le professeur Roger Gabriel Lep était vraiment un père. J'ai le privilège, quand je le dis, ces enfants qui sont aujourd'hui des grandes personnalités, quand je pense à Raïssa, je pense à Sbignou et tous leurs cadets, ils savent que le dimanche soir, le dimanche dans l'après-midi, le professeur Lep, de sa stature, de grand maître, de tout ce qu'il était, mais venait dans ma modeste demeure pour m'affronter au jeu de dames. Ah. C'était une passion que nous avions en commun. Et comme j'avais un tableau de jeu de dames chez moi, donc il me rendait régulièrement visite, en général tous les dimanches, lorsqu'il était à Tchang et moi aussi, et on s'affrontait. Et comme il n'admettait pas de défaite, donc, et comme je le rossais tout le temps, finalement on faisait des jeux interminables. C'est parfois autour de 20 heures qu'on devait se séparer. Et on jouait ainsi autour d'une bonne bière. Il était amateur de bière. Absolument. Et pendant qu'il buvait la bière, parfois je devais me contenter d'un jus ou bien du matango. Parce que je n'avais pas encore du goût vraiment pour la bière. Absolument. Bon, et donc, à côté du professeur Lep, il y a tous les grands maîtres, le professeur Paul Gérard Pouret, le professeur Méloné, dont j'ai parlé. Stanislas. Les professeurs Minko Haché, que j'ai eu comme enseignant à partir de la 3e année. Mais aussi, en fait, toutes ces icônes du droit que l'on connaissait à l'université de Yaoundé ont été mes maîtres. Absolument. Voilà, le professeur Bipounwoum, Lupol Ngongo, Ngwafor, Anyangwe, alors vraiment, Kisop, on peut les citer à l'appel. La grande crème. Merci. Alors, cela dit, vous êtes aujourd'hui pratiquement au centre du débat public médiatique. Vous y retrouvez, j'y arrive, par hasard, ou alors vous vous dites, votre approche, vos analyses trouvent une confrontation assez sérieuse en face? Bien. Comme je vous l'ai dit, mon initiative, qui est une initiative complètement confidentielle, complètement privée, est d'éduquer les masses. Okay. En leur apportant le savoir dans la modeste dimension que j'estime détenir. Absolument. Et donc, je vous ai parlé de mon parcours en cette matière. Et donc, la page Le Droit au 237 qui est créée seulement en novembre 2024 est créée en réalité sur les encouragements de quelques jeunes informaticiens qui m'accompagnent aujourd'hui. Parce qu'en fait, les thématiques, certainement beaucoup de Camerounais, des millions de Camerounais ont vu circuler quelques capsules vidéo sur les questions de ceinture de sécurité, sur le péage, les 2 péages qu'il y a dans la Menoie, ainsi de suite. Alors, c'est des vidéogrammes que je faisais avec mon téléphone à la main, donc sans les loger nécessairement dans une page. Absolument. Et donc, j'ai sorti quelques vidéogrammes comme ça sur diverses thématiques qui ont eu un écho tellement fort
que donc quelques jeunes informaticiens m'ont conseillé de créer une page parce que lorsque j'ai libéré la vidéo, parfois des personnes qui l'avaient vue, ils n'avaient pas sauvegardé, parfois me relançaient. Ils disaient, mais prof, j'ai besoin de ta vidéo. Et moi-même, je ne les avais plus. Parce qu'en fait, c'était des chroniques d'humeur. Et donc, sur ces conseils, on a pensé donc, à mettre en place une page qui devait permettre donc, de stocker ces vidéogrammes. Et donc, tous ceux qui visitent cette page peuvent retrouver les vidéogrammes que j'ai emmagasinés depuis la création de cette page. Et donc, vous comprenez que l'objet n'était pas de discuter de la politique. Absolument. Mais vivant dans la société camerounaise et écoutant ce que les uns et les autres disent par rapport au débat ambiant, alors, quoi qu'étant privatiste, nous avons quand même une base commune de droit constitutionnel et j'ai enseigné l'introduction générale au droit pendant 12 ans à l'université de Tchang et j'entends des collègues dire des choses qui défient toute logique juridique. Parce qu'en fait, il faut se dire, le cours de première année ne change pas en évoluant avec la licence ou bien au master. La première année met des fondements immuables du droit. Et donc, c'est sur ces fondements que les connaissances nouvelles vont s'agréger. Mais le socle, là, il est immuable. Et donc, quand j'ai entendu des collègues, par exemple, me dire en Mondovision, que la loi, le code électoral, qui dans la hiérarchie des normes juridiques n'est qu'une loi, pouvait contrarier la Constitution, alors moi qui peux me prévaloir d'une certaine autorité, parce que c'est quand même 12 générations d'étudiants que j'ai enseigné en introduction générale. C'est le premier cours de droit en passant. Parce que quand on vient dans une faculté de droit, le premier cours, c'est de dire à l'étudiant ce qu'est le droit. Absolument. Et la première définition du droit, la définition classique, c'est de définir le droit comme étant l'ensemble des règles de conduite en société. Et cet ensemble de règles, on étudie les sources. Et comme les sources sont plurielles, vous comprenez que la hiérarchie des normes juridiques fait partie des chapitres premiers, des premiers chapitres de toute étude en droit. Absolument. Alors donc quand j'entends des collègues qui sont quand même des personnalités respectables du milieu universitaire dire des choses comme ça, vous voyez, ça m'oblige à sortir de mes gonds. Ça, c'est sûr. Et c'est donc comme ça que je m'invite au débat. Et voilà. Vous vous y retrouvez en plein. Voilà, me saisissant là-dessus, j'en parle, même si quelques collègues m'en contestent l'autorité, mais je leur ai fait remarquer que le constitutionnaliste le plus éminent de l'histoire contemporaine du droit français est bien le professeur Robert Badinter. Absolument. Qui est agrégé de droit privé. Absolument. Agrégé de droit privé. Qui a été le président du Conseil constitutionnel en France et qui a vraiment écrit les lettres de noblesse du droit constitutionnel français, notamment par rapport à sa passion pour les droits fondamentaux. On le connaît comme étant le père de l'abolition de la peine de mort. Et lorsqu'on sort de la France, j'ai invité les collègues à mener leurs enquêtes. L'essentiel des avocats qui plaident devant les juridictions administratives et devant les juridictions constitutionnelles sont des privatistes. Et c'est donc eux qui sont à l'origine de la jurisprudence qui leur permet de bâtir les cours de droit public qu'ils enseignent. Donc, il faut que les collègues taisent un peu ce propos, surtout que lorsqu'on revient dans le contexte camerounais, il me semble que le président du Conseil constitutionnel, le président Clément Atangana, est lui-même privatiste. Absolument. À côté de lui, vous avez le professeur Adolphe Mikouaché, qui est privatiste. Et je pense aussi, il y a M. Essomé, j'oublie son nom, M. Essomé qui est également privatiste. Il y a également une dame anglophone, qui est common law, donc pas fondamentalement publiciste. Et c'est eux qui sont appelés à régler, vous voyez, les contentieux constitutionnels de notre pays. Absolument. Donc vraiment, c'est une déclaration extrêmement mal placée. Et dans tous les cas, je suis là pour leur montrer, au regard du travail que je leur donne, que le débat constitutionnel n'est pas que le monopole des publicistes ou bien des politologues. Il s'agit bien de Guy Charles René Essomé. Voilà. Voilà, qui est à la Cour suprême. Cela dit, venons-en au sujet d'actualité. C'est ça. La première question que je vous pose, président à 92 ans désormais, président de la République. Oui. Pensez-vous qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2025? Bien, je vais répondre à votre question en prenant la posture du citoyen, mais aussi la posture du juriste. Alors, comme citoyen, mon avis, il est clair, Paul Biya devrait prendre sa retraite. Pourquoi je le dis? L'article 1er de notre Constitution fait du Cameroun une république démocratique. Et l'un des piliers de la République, c'est l'alternance au pouvoir. Parce que la République, qui est définie comme étant la chose commune, a vocation à être dirigée par tout citoyen.
Et donc, toute tendance à la monarchie, au pouvoir perpétuel, met à mal un État qui se veut démocratique, qui se veut une république. Or, Paul Biya, s'il devait se présenter à l'élection de 2025, postulerait à son 8e mandat. Dans une république, ce n'est pas normal. Et je pense que lorsqu'on se souvient que la Constitution de 93 est le fruit de la tripartite, l'une des résolutions les plus fortes de la tripartite, c'était d'inscrire sur du marbre le principe de la limitation des mandats. Or, le chef de l'État a réussi à lever cette limitation des mandats en 2008, monarchisant au passage notre République. Donc, sur le plan du principe républicain, sur le plan du principe démocratique, je pense qu'il y a, pour un 8e mandat, la résonance sonne mal. Mais la Constitution que vous évoquez avant, peut-être le deuxième point, c'est ça. Elle garantit la liberté à tout citoyen. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà, de se présenter ou non à une élection présidentielle. Oui. Elle garantit que le peuple s'exprime et choisisse librement qui est son président. C'est ça. Donc, au regard de ces, tout au moins ces deux éléments de liberté qu'ont les citoyens, est-ce que vous ne voyez pas que votre approche est un peu sévère vis-à-vis du choix du président? Je veux dire que peut se présenter autant qu'il veut, il revient au peuple de décider. La posture que je prends, je vous ai dit que j'allais prendre, mon avis allait être fondé sur deux postures différentes. Alors, il y a la posture du citoyen, c'est-à-dire qui donne son avis, qui n'a pas besoin d'être argumenté. Je vous dis pour moi que Paul Biya devrait prendre sa retraite. Cet argument, même si je convoque un élément de droit, c'est l'avis d'un citoyen ordinaire. Maintenant, je vais venir à la vie juridique. Sur le plan juridique, vous avez tout à fait raison. Donc, maintenant, mais ce que vous avez dit va être relativisé au regard du bilan de Paul Biya, qui est le troisième argument que je mettrai en avant. Le deuxième argument, c'est l'état de santé, l'état de la capacité physique et intellectuelle de Paul Biya. Paul Biya est un homme suffisamment discret. Et c'est ce qui pose déjà un problème. Parce qu'en 43 ans de pouvoir, je me rappelle rarement des occasions où Paul Biya a communié avec son peuple. Ces apparitions sont extrêmement rares. Et en tant que Camerounais, pendant les 10 dernières années, je dis bien les 10 dernières années, parce que pendant le septennat qui finit, on peut compter le nombre d'apparitions publiques de Paul Biya. Pendant les 10 dernières années, mais les apparitions publiques de Paul Biya ont été des scandales. Parce qu'on a vu un homme fatigué, un homme qui a de la peine à reconnaître le milieu dans lequel il est. Chacun l'a vu aux États-Unis demander s'il y avait des gens, alors qu'il y avait toute une masse qui l'attendait. On l'a vu monter avec beaucoup de peine les escaliers de l'Élysée. Ça nous pose un problème. Et récemment encore avec l'accueil des convives au 20 mai. Mais chacun a vu. C'est un chef de l'État que l'on doit encadrer, on doit éviter son image. Mais un chef d'État, c'est le père de la nation. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le père de la nation ait peur de son peuple? Si bien qu'il y a des gens qui doivent faire une ceinture autour de lui, on ne doit pas accéder à son image. Ça me pose un problème. Donc l'état de santé physique, sur le plan mental, je n'en dirais pas plus, mais au moins au plan physique, il y a des choses qui ne trompent pas. Or, pour gérer avec les défis auxquels le Cameroun est confronté, on a besoin d'un homme qui dégage l'énergie, qui soit capable de... Et avec la centralisation de notre pays, mais la fragilité physique ou intellectuelle est un problème. Parce que tous les dossiers vont à la présidence. Mais comment est-ce qu'ils vont sortir si le chef de l'État ne parvient pas à travailler? C'est un problème. Et vous voyez que les institutions sont bloquées. Le Conseil supérieur de la magistrature est à sa 5e année, sans pouvoir se tenir. On a des enfants qui sortent des universités, qui réussissent à sortir l'ENAM, mais qui ne peuvent pas exercer. Vous ne pouvez pas imaginer les travers de la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Un étudiant qui sort fraîchement l'ENAM, mais va verser dans l'alcoolisme, il va verser dans la débauche, tous les travers sont possibles du fait du non-fonctionnement des institutions que le chef de l'État est censé mettre en place. Alors, le dernier élément, c'est le bilan. Le bilan de 43 ans. Mais moi, je suis né en Consamba, je vous ai dit. Mais vous ne pouvez pas... Les enfants qui naissent aujourd'hui en Consamba ne savent pas ce que c'est que le train. Or, en 82, le Cameroun est un pays en voie d'émergence, enfin, un pays émergent, comparable au niveau de développement à la Chine, à la Corée, à la Malaisie et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, en Consamba, le train n'arrive pas. Ça n'arrive même pas en Banga. Or, aujourd'hui,
le réseau ferroviaire devrait plutôt être agrandi. Vous voyez, quand il se réduit en peau de chagrin, c'est un indicateur suffisant pour voir que le Cameroun ne progresse pas, mais plutôt regresse. Vous voyez la pauvreté ambiante. Pays pauvre très endetté. Ce n'est pas une performance reluisante. Et quand on imagine que le Cameroun a été 2 fois champion du monde de la corruption, ce n'est pas des performances reluisantes. Et pour nous qui avons parfois le privilège de nous retrouver à l'étranger, parfois nous avons honte de nous réclamer camerounais. Donc, tous ces arguments-là, pour le citoyen que je suis, plaident en faveur de sa prise de retraite. Maintenant, sur le terrain juridique, aujourd'hui, la candidature de Biya est suffisamment contestable. Et ce que je dis est d'ailleurs repris par l'un des militants, l'un des compatriotes militants du RDPC en la personne de M. Léon Teller Onana. Mais avant qu'il n'y vienne, j'étais le premier à mettre sur la place publique la question de l'inéligibilité de Paul Biya fondée sur l'article 118 du Code électoral. Parce que l'article 118 dit « sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont mis dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une personne, d'un État ou bien d'une organisation étrangère. » Alors, et lorsque vous vous rappelez que l'article 5 de notre Constitution fait au président l'obligation de veiller au respect de la Constitution, de garantir la souveraineté nationale, de préserver l'indépendance de l'État. Mais c'est inadmissible que dans ce contexte, Paul Biya, au sorti d'une visite, d'une rencontre avec le président français François Mitterrand en 1990, puisse dire qu'il en est le meilleur élève. Un maître, on connaît les rapports du maître et de l'élève, mais le maître peut flageller l'étudiant. Il peut lui donner des injonctions. Il peut le sanctionner. Donc, vous voyez, c'était la mise à mal de notre souveraineté, de notre indépendance, que le chef de l'État est censé garantir. Récemment encore, après, au lendemain du grand dialogue national, il a dit qu'il était allé rendre compte à M. Emmanuel Macron, président encore de la France. Vous voyez? Alors, lorsqu'on se rappelle divers propos et divers faits posés par Paul Biya pendant ces 43 ans à l'égard des présidents français successifs, n'est-ce pas, de Mitterrand jusqu'à Emmanuel Macron, vous comprenez que les déclarations de Paul Biya ou ces faits sont de nature à établir que le Cameroun n'est rien d'autre qu'une sous-préfecture française. Et donc notre indépendance, pour le chef de l'État, qu'il est censé garantir, pose un problème. Mais comment est-ce que le Cameroun serait devenu la sous-préfecture française? Mais c'est le chef de l'État qui le dit. Dans les faits, nous pensons que nous sommes indépendants. Mais si celui qui incarne l'État doit, dans son propre propos, dire qu'il allait rendre compte. Rendre compte en français a un sens. Rendre compte signifie présenter un rapport détaillé à une autorité supérieure. Ça veut dire qu'en le disant, Paul Biya confesse qu'il est sous les ordres de Macron. Nous ne sommes donc pas un État souverain. Ça, c'est un commentaire, c'est une déduction, c'est une lecture. Ça peut également dire qu'entre partenaires, qui avons des intérêts communs, qui avons des enjeux sécuritaires, on le sait quand même. Oui. La France est très impliquée sur des questions de lutte contre Boko Haram, tout au moins de ce point de vue-là. Est-ce qu'entre partenaires, on ne peut pas se dire « je te rends compte des activités que je mène ». Lorsqu'on accède... C'est aller un peu vite en besogne. Lorsqu'on accède à un niveau de responsabilité, il y a des termes, on doit choisir idéalement ces termes. Mais ça, c'est le commentaire. Je veux dire que... Oui, mais je vous dis, mais c'est impardonnable. Vous savez, quand vous lisez l'actualité à travers le monde, des chefs d'État ont été mis en difficulté pour moins que ça. C'est vous le juriste. Oui. Vous savez également que sur le plan juridique, la soumission d'un État est un acte. Non, écoutez, dans le cadre des rapports internationaux, les États coopèrent. Exact. Les États ne se mettent pas dans un rapport de subordination. Vous voyez comment vous donnez un argument. Voilà. Et le Cameroun, en tant qu'un État souverain, au niveau des Nations Unies, c'est le principe de l'égalité des États. Même si dans la réalité des relations internationales, on n'ignore pas qu'il y a les grandes puissances. Et ça, c'est clair. Mais au plan, c'est-à-dire qu'au plan symbolique, il n'appartient pas à un chef d'État de clamer en mondovision. Ça, c'est un commentaire. Oui, si je dis que je suis le meilleur élève de Mandela, ça n'a pas le même sens que si je dis je suis le meilleur élève de M. Dipita qui est devant moi. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans le commentaire. C'est-à-dire que, j'ai pris un exemple simple tout à l'heure. Entre partenaires, on peut se rendre compte des activités que l'on mène. Oui, mais non, on ne choisit. Non, je dis, vous pouvez échanger. On peut se rendre compte. Je dis, les termes en diplomatie ont un sens. Il y a des termes qu'on n'utilise pas. Si vous avez un souci de l'image de votre pays, vous ne pouvez pas, dans le cadre des rapports entre pays, utiliser les termes comme rendre compte. Pour parler d'un acte que vous avez posé à l'égard de l'autre.
vous vous affaiblissez. Prenons notre schéma. Vous vous affaiblissez. Prenons Donc notre vous pouvez schéma. dire, je suis allé échanger, Prenons notre je schéma. suis allé discuter. Le Vous comprenez? président Zelensky de l'Ukraine, Oui. peut-il dire qu'il rend compte à l'Union européenne de la façon dont la guerre contre la Russie... À l'égard de l'Union européenne, c'est possible. Si Paul Biya l'avait dit à l'égard de l'ONU, ou bien de l'Union africaine, il n'y a pas de problème. C'est des organisations interétatiques qui, en fait, se mettent au-dessus des États. Peut-il dire qu'il rend compte au président américain de la façon dont la guerre se déroule contre la Russie? Il peut dire qu'il rend compte au président, ou bien, je ne sais pas quel est le responsable de l'Union européenne, parce qu'il rend compte aux représentants, à celui qui incarne l'organisation internationale. D'accord. Je suis là au niveau des États. Entre États, il y a des termes qu'on n'utilise pas. Vous comprenez? Je ne le dis pas par ma propre analyse. Hein. Si vous essayez de vous intéresser à la jurisprudence internationale, mais vous allez voir qu'il y a des pays dans lesquels des petites erreurs de terminologie ont coûté le mandat du chef de l'État. Donc le dernier argument par rapport à l'inévitabilité de Paul Biya, c'est l'article 122. L'article 122 du Code électoral énumère les pièces nécessaires pour le dossier de candidature. Et parmi les pièces qui doivent figurer dans le dossier, il y a que chaque candidat doit présenter, doit signer une déclaration dans laquelle il s'engage à respecter la Constitution. Alors, mais lorsqu'on connaît les violations de la Constitution par Paul Biya pendant ces 43 ans de gouvernance du Cameroun, une déclaration qu'il ferait aujourd'hui ne serait pas sincère. Et le défaut de sincérité de la déclaration en entraîne la nullité. Et si la déclaration est nulle, ça veut dire que le dossier est incomplet. Cela devrait aboutir à un rejet. Je ne vais pas énumérer trop longtemps. L'article 66 sur la déclaration des biens, ça n'a jamais été exécuté. L'article 53... Il y a un décret d'application. Je veux dire que ça n'a pas été... Pour le cas du chef de l'État, exécuté, non pas... Pour le cas du chef de l'État, je ne pense pas que le texte d'application était nécessaire. Parce que la déclaration des biens du chef de l'État se fait publiquement. C'est les autres personnalités inférieures qui ont besoin de confidentialité. Oui, mais tout ça encadré. Ben bien, bon, depuis qu'il a pris la loi, pourquoi il a donc fait? Est-ce que cette disposition a besoin d'être différée de mandat en mandat? Nous sommes d'accord que le cadre juridique n'est pas encore définitivement mis en place. Oui. Donc, vous ne pouvez pas... Non, il y a une loi. Oui. Il y a une loi qui a été prise pour le cas du chef de l'État. Oui. C'est une déclaration qui est publique. Elle n'a pas besoin d'attendre un texte d'application. Laissons la déclaration des biens. Quand vous prenez la confusion qui a été créée en 2008 entre les provinces et les régions, vous lisez l'article 55 de la Constitution. La Constitution fait très bien le distinguo entre les provinces, unités administratives, et les régions. Puisque la Constitution elle-même dit les seules collectivités territoriales décentralisées au Cameroun sont les communes et les régions. Lorsqu'en 2008, Paul Biya prend un décret transformant les provinces en régions, c'est vrai que sur le même territoire peuvent coexister deux entités différentes. Absolument. Un peu comme les communes coexistent avec les arrondissements. Mais au plan terminologique, ça renvoie à deux réalités. La commune est administrée par le maire, l'arrondissement est placé sous l'autorité du sous-préfet. Et on sait très bien les attributions des uns et des autres. Or, l'article 55 de la Constitution dont je parle a très bien pris le soin de définir ce que sont les CTD. Alors, quand le chef de l'État prend un décret en 2008, collectivités territoriales décentralisées, lorsqu'il prend cet arrêté, ce décret-là, pour transformer les régions unités administratives, les provinces unités administratives en régions, est-ce qu'il a tenu compte des organes de la région tels que la Constitution l'a prévu? Non. Parce que la région est placée sous l'autorité d'un président de conseil régional et les structures, on les connaît. Donc, vous ne pouvez pas, dans un décret, violer aussi ostensiblement la Constitution et maintenant faire une déclaration aujourd'hui qui soit sincère. Donc, voilà autant d'arguments, cher ami, qui, en tant que citoyen, d'abord, et en tant que juriste, m'interdisent d'espérer que Paul Biya soit candidat encore en 2025. Avant de poursuivre, faisons cette correction. Tout à l'heure, je parlais de Guy Charles René Essombé. Il s'agit plutôt de Émile Essombé. Émile, voilà, c'est Émile. Qui est l'ancien procureur général de la Cour suprême, désormais membre du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc de lui, il est privatiste aussi. C'est de lui dont on parlait. Alors, cela dit, si cette hypothèse se confirme, que révèle-t-elle de notre rapport aux institutions et à la norme républicaine parlant de la candidature probable du président Paul Biya? Mais de mon point de vue, comme je vous l'ai dit, au plan du droit, strictement parlant, la candidature de Paul Biya ne devrait plus être admissible. Ce n'est pas une question de polémique, c'est une question de texte. Vous voyez que je ne me fonde pas sur une interprétation hasardeuse des textes. Je cite des faits. Et ces faits, lorsque vous les confrontez aux dispositions du code électoral, ils sont clairs.
personne ne peut nier que pendant ces 43 ans de mandat, le respect de la Constitution a été un problème pour Paul Biya. Et donc, si d'aventure sa candidature était admise, mais cela confirmerait simplement l'idée suffisamment répandue selon laquelle il y a confusion entre la personne de Paul Biya et le Cameroun. Donc nous sommes carrément dans un royaume, parce que ses désirs s'imposent à toutes les institutions, et vous voyez, contre lequel on ne peut rien. Mais je veux bien croire que les autorités compétentes joueront à plein, mais dans tous les cas, cela dépendra aussi. Parce que pour que mes thèses puissent prospérer, le prérequis, c'est que Paul Biya déjà accepte de se présenter. Or, rien ne nous dit qu'il se présentera. Dans un royaume, on ne choisit pas le souverain, le chef de l'État. Bon, quand même, il y a des appels. Par des élections. Il y a des appels suffisamment significatifs qui l'exhortent, n'est-ce pas, pour parler en termes plus polis, qui l'exhortent à rentrer enfin au village. Paul Biya n'est pas sourd, mais bien sûr. Il y a plusieurs appels dans ce sens. Moi, j'entends plutôt des appels qui lui demandent d'être candidat. Non. C'est ce qu'on voit le plus. Oh bon. C'est ce qui se présente. Vous avez vu autre appel? Bon, nous avons vu le ministre Madaouna Madachi. C'est un individu. Mais derrière Léon Teller Onana, qui est militant du RDPC, il a dit qu'il est le porteur de la voix de millions. Mais le ministre Madaouna, il l'a fait à l'extrême nord devant un parterre de jeunes qu'on a vu. Léon Teller, lui, il le dit, bon, on ne les voit pas. Mais vous n'ignorez pas que la manifestation des jeunes de l'extrême nord. Le ministre Henri Eyeba ici, qui est mandataire permanent du comité central dans sa localité, il le fait au nom de millions de gens. Je veux dire que dans toutes ces voies-là, on peut les confronter aussi. C'est le droit de chacun d'émettre son avis. Ok? Partisan de la liberté d'expression et d'opinion, je ne peux pas refuser à un Camerounais d'exprimer son avis. Mais je dis, ce n'est pas le nombre d'appels qui devrait déterminer un homme. C'est la pertinence d'un appel. Vous comprenez? Et là, vous oubliez de relever que les jeunes de l'extrême nord... Monsieur Onana est plus pertinent que les autres. C'est un militant du RDPC. Les autres ne le sont pas, moi. C'est très intéressant. Je dis que les 100 000 jeunes à l'extrême nord devaient se réunir pour... Mais les autres ne le sont pas, moi. Mais Kavaï Yegui n'a pas pu faire 100 000. Et même s'il a fait vous avez cité quelques individus. Même s'il n'a Je crois que l'événement de M. Kavaï Yegui n'a pas réuni 3 000 personnes. Même s'il en a Alors fait quand à côté, on interdit à 100 000 jeunes de l'extrême nord de s'exprimer, quand vous faites donc même le rapport sur le plan du poids, mais l'appel de 100 000 jeunes de l'extrême nord balaie tout ça. Vous avez les signatures de ces 100 000 jeunes, l'appel. Mais il fallait donc permettre aux jeunes d'organiser leur manifestation. Mais l'administration s'y est opposée. Vous comprenez? Il fallait donc laisser pour qu'on puisse comparer l'affluence qu'il y aurait dans les deux cérémonies. Donc je dis, pour ma part, les Cameroun, le Conseil constitutionnel devrait jouer leur carte à fond. Et pour ce qui est de Paul Biya, il y a des obstacles sérieux dans l'intérêt de notre pays. Parce que je dis, nous avons besoin d'une nouvelle énergie. Paul Biya ne peut plus rien nous apporter après 43 ans. J'ai entendu des compatriotes appeler à une transition conduite par lui-même. Mais vous appelez à une transition conduite par Paul Biya alors qu'il est en position d'agir? Mais c'est une absurdité. Donc je dis, Paul Biya a eu tous les leviers pendant 43 ans où il n'y avait même pas une opposition pour l'empêcher de travailler. Quels sont les arguments que Paul Biya peut nous avancer aujourd'hui pour nous convaincre de ce qu'il va amener le Cameroun au soleil? Il n'y en a pas. Et donc vraiment nous sommes arrivés à une étape où pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de chacun d'entre nous, nous avons besoin que les nouvelles énergies soient mobilisées. Cela passe par une certaine argument. Le seul argument qu'il peut apporter, c'est de dire qu'en face, il n'y a personne. C'est trop facile de dire. Chaque fois qu'il y a... C'est facile de dire qu'il n'a plus de solution. Chaque fois qu'il y a eu alternance dans un pays, même lorsque l'alternance est faite par le fils du chef de l'État, on a vu des changements très positifs. Ali Bongo, dans son premier septennat, après son père, a construit... Vous avez circonscrit, hein? Oui. Je dis, Ali Bongo a construit plus de routes en 7 ans que son père en 42 ans. Faure Gnassingbé a opéré, c'est-à-dire des transformations au Togo en quelques années que son père, qui a gouverné le Togo pendant près de 29 ans. Si vous prenez le fils Déby, vous voyez ce que le fils Déby est en train de faire. Donc je pense que l'alternance est intéressante. Paul Biya, tout le monde le connaît. Tout le monde sait que Paul Biya, nous ne disons pas que son bilan soit le résultat d'une désaffection pour le pays. Même si on peut lui reprocher d'avoir parfois plus vécu à l'étranger. D'avoir parfois plus vécu à l'étranger. Vous lui enlevez l'envie de demander au peuple de faire Oui, il faut qu'il permette à un autre Camerounais de montrer ce qu'il est capable de faire. Mais il aura beau rôle de vous dire que ce n'est pas lui qui choisit, c'est le peuple. Oui, c'est lui qui choisit, mais je dis, il ne peut plus rien.
quelle que soit la volonté qui l'anime, il ne peut plus. Le peuple est il nous conscient a de ça. montré qu'il a épuisé ses capacités. Vous comprenez? Bon, en tout cas, je dis, il est libre de se présenter s'il le veut. D'accord. À Elekam et au Conseil constitutionnel de jouer leur rôle. Mais il faut encore pouvoir espérer que les institutions chargées de l'élection puissent jouer franc jeu. Et à cet égard, je pense que récemment, nous avons appris que l'ONU s'est associée à Elekam pour garantir des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Vous êtes confiant? Bon, on est un peu sceptique parce que, pour la petite expérience que j'ai des Nations Unies, le processus d'élaboration de cette convention me pose un problème. Lorsque vous devez élaborer une convention qui implique d'autres intervenants que l'État, généralement, la phase de diagnostic vous oblige à consulter. Et les consultations peuvent se faire en individuel ou alors dans le cadre des focus group. Les focus group, c'est-à-dire que dans l'impossibilité de réunir les opposants, de rencontrer les opposants individuellement, vous pouvez organiser des groupes d'échange. Pendant les groupes d'échange, vous avez un certain nombre de questionnaires qui vous permettent de recueillir les avis des partis politiques. Or, si l'ONU sent aujourd'hui le besoin de s'impliquer dans le processus électoral, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Or, les problèmes du processus électoral ne peuvent pas émaner du RDPC qui est en position de pouvoir. Ces problèmes-là ne peuvent être véritablement identifiés qu'en consultant les partis d'opposition. Or, ce processus n'a pas été fait. Maintenant que la convention a déjà été signée, je crois que le minimum, c'est de répondre favorablement à la requête qui est faite actuellement par les partis d'opposition en leur communiquant le contenu de la convention pour savoir exactement à quoi est-ce que l'ONU s'engage à côté de l'ECAM. Donc c'est important. Donc personnellement, je veux créditer l'ONU d'un préjugé favorable au regard. Vous avez des réserves. Des missions qui sont les siennes, mais l'autisme dont l'ONU fait jusqu'ici preuve par rapport aux récriminations de l'opposition m'inquiète un peu. Alors, prof, s'agissant de l'alternance, êtes-vous confiant? Pensez-vous que notre système électoral en ce moment, nos lois permettent-elles qu'il y ait une alternance sereine, transparente, c'est-à-dire que les élections se déroulent et qu'un candidat autre que le président sortant pourrait véritablement prendre la main sans forcément qu'après le scrutin qui est du grabuge? Bien, je répondrai à votre question en adoptant deux postures. D'accord. Alors, si l'on regarde la configuration des institutions chargées de l'organisation des élections, on peut continuer d'être sceptique. Parce que jusqu'ici, lorsque vous voyez la composition de l'ECAM ou bien du Conseil constitutionnel, pour la plupart, il s'agit des personnes dont l'affiliation au RDPC ne se dément pas. Et le chef de l'État l'a confirmé récemment. Affiliation antérieure, c'est bien de toujours le préciser. Bon, c'est très bien de le dire antérieurement, mais vous voyez que au niveau même du RDPC, on n'a jamais tiré les conséquences de leur nomination au Conseil constitutionnel. Vous voyez que M. Emmanuel Bondé, longtemps après sa mort, continuait de figurer comme membre du bureau politique du RDPC. Symboliquement, il fallait rapidement corriger ça. En tout cas, lorsqu'on regarde l'affiliation politique des uns et des autres, il y a un problème. Et vous n'oubliez pas le scandale qui a été imputé au président du Conseil constitutionnel. S'il a participé à une réunion sans connaître l'ordre du jour, à partir du moment où il a signé la feuille de présence, la moindre des choses, c'est que lorsqu'au sortir de la réunion, il est au courant de ce qu'une motion de soutien a été signée appelant à la candidature de Paul Biya, c'est de se désolidariser de cet appel à la candidature. Mais il s'est limité à dire que oui, il était parti avant, ainsi de suite. Mais par rapport à la motion même, il n'a jamais rien dit. Au plan symbolique, il devrait dire, certes, j'ai pris part à cette réunion, parce que l'objet de cette association, c'est de promouvoir le développement. Et en tant que citoyen de la collectivité, je dois me montrer solidaire par rapport à ça. Bon, maintenant, à partir du moment où un point a été inscrit après mon départ, et que ce point contrarie ou bien viole le statut que je suis censé incarner, si j'approuve les autres résolutions relatives au développement de la région, je me désolidarise de la motion. Symboliquement, c'est ce qu'il aurait pu faire. Jusqu'ici, il n'a pas pu le faire. Comme pour dire qu'il est solidaire de l'appel à candidature. Alors, quand vous appelez à la candidature d'un individu, comment est-ce que vous pouvez être crédible pour départager les différents protagonistes? Donc, ça, c'est le premier point qui me dit, lorsqu'on observe la configuration de ces institutions-là, on peut être sceptique. Mais, le contentieux de 2018 a obligé les partis d'opposition à revisiter
l'arsenal juridique relatif aux élections. Et on a constaté que malgré ces lacunes, ce code électoral contient quand même des perles que l'on peut exploiter. Je vous donne quelques exemples. Jusqu'ici, personne n'avait vu l'article 113 du code électoral. Cet article 113 que le gouvernement a toujours essayé de cacher, en faisant croire aux Camerounais qu'aucune personne en dehors de l'ECAM et du Conseil constitutionnel ne peut même seulement donner les tendances des élections. Mais l'article 113 du code électoral vous dit le résultat acquis dans chaque bureau de vote est publié immédiatement à la fin des dépouillements. Et à cet égard, je vais vous dire quelque chose par rapport à une sortie malheureuse de la compatriote Michel Ndoki. Que nous avons reçu ici la semaine dernière. Alors, Michel Ndoki a pu vous dire qu'elle a été surprise qu'ayant fini la compilation des résultats du littoral, ou bien, je ne sais pas, du Vouri, à 10 h, que le professeur Maurice Kamto se soit déclaré vainqueur à 14 h. Je dois vous dire que sur la base de cet article 113, déjà, tous les médias peuvent se saisir des résultats à la fin du dépouillement. Et lorsque nous savons qu'aucun bureau de vote, qu'aucun membre du bureau de vote ne passe la nuit hors de sa maison, ça veut dire qu'au soir de l'élection, tous les résultats sont disponibles. Le reste n'est que compilation. Et le droit à l'information est un droit des peuples. Je crois que c'est un droit qui est contenu dans l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Tous les peuples ont droit à l'information. Quand donc un résultat est rendu public, M. Tongué, les journaux ont le droit de s'en saisir. N'importe quel citoyen, puisqu'il s'agit des droits qui appartiennent aussi aux citoyens, mais peut faire sa compilation. À partir du moment où ces résultats sont assis sur la réalité des urnes, mais on peut avoir les tendances. Et donc, vous comprenez que par rapport à la déclaration de Mme Ndoki, qui estime que donner les tendances le lendemain à 14 h était trop précipité, je lui dis que c'est faux. Parce que les partis politiques peuvent avoir les résultats avant Elecam. Lorsque vous avez fermé le bureau ici, à Akwa, celui qui était à Akwa a le résultat. Mais pour que Elecam ait ses résultats, il faut que le responsable du bureau de vote aille faire la queue. Mais vous savez également que les partis politiques n'étaient pas représentés dans tous les bureaux de votre parti sur l'étendue du territoire. Pourtant, Elecam, eux, y sont. Point n'est besoin pour qu'un parti ait les tendances d'être représenté dans tous les bureaux de vote. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bureau où il n'y a pas moins de, où il y a moins de 50 électeurs. D'accord? Non, écoutez, je déroule. Les bureaux de vote comportent des électeurs. D'accord. Et les électeurs ont le droit d'assister au dépouillement. Pour avoir le résultat sorti d'un bureau, mais le citoyen ordinaire, et nous savons le taux de pénétration des téléphones, vous savez que portables. Vous savez que dans les zones comme mon village maternel derrière le Rodolphe, là-bas, les partis politiques de l'opposition ne voient très peu. Bien, je dis que je suis en train de relativiser ce que vous dites. Les électeurs font 100% du RDPC. Oui. Ils font 100% du RDPC dans les conditions que nous connaissions jusqu'ici. Nous parlons ici des élections à venir. Et je dis dans votre village, même si c'est 100%, tant mieux. Nous ne disons pas que le résultat qui doit être acquis est nécessairement celui qui est favorable à l'opposition. Il s'agit d'avoir les résultats réels, sortis des urnes. Donc, un bureau qui donne 100%, on ne va pas le modifier. Vous comprenez très bien. Et je dis, dans votre village, supposez que l'opposition n'y soit pas. Mais cela n'interdit pas à l'opposition d'avoir accès à ça. Parce que celui qui a gagné, qui a contribué à assurer les 100% au RDPC, mais fier de son résultat, il peut le balancer à son ami de l'opposition, non? Pour lui dire, nous avons gagné à 100%. C'est un résultat compilable. Bon, est-ce que vous comprenez? Là, c'est dans le schéma des possibles. Mais l'opposition actuellement travaille à sensibiliser les Camerounais pour ça. On parle du futur, parce que vous avez pris prétexte de... Bien sûr, c'est pour vous dire que... Vous avez pris prétexte de 2018. Je vous ai déjà dit que jusqu'ici, on pouvait être sceptique. D'accord. Mais il y a de l'espoir. Et quand je vous dis qu'il y a de l'espoir, c'est parce que j'exploite les perles qu'il y a dans le code électoral. Et parmi ces perles-là, il y a l'article 113, qui permet, donc je dis encore, aux partis politiques d'avoir les résultats avant Elecam. Parce que quand le bureau de vote est fermé à 20 h, le parti politique qui est représenté, ou bien le citoyen qui a pris part à ce dépouillement, peut déjà communiquer ses résultats au parti politique. Alors que le responsable de ce bureau va être reçu par le bureau communal d'Elecam, peut-être à 2 h ou à 3 h le lendemain. Donc, je dis, Mme Ndoki a vu tout faux en disant que c'était précipité pour le professeur Kamto de se déclarer, parce qu'on peut se déclarer candidat sur la base des tendances.
point n'est besoin d'avoir les 100%. Si vous avez par exemple les résultats de cette région et que le poids politique de cette région représente les 80% de l'électorat, mais vous savez très bien qu'il y a des régions ici dont le poids électoral n'atteint pas celui de certains départements. Donc si on a pu avoir les résultats d'une région entière, mais on peut savoir que si dans une autre région, on n'a eu aucun résultat, et connaissant le poids électoral de cette région, mais M. Dipida, on peut déjà savoir qui a gagné. Prof, pour vous, y a-t-il un scénario réaliste pour une alternance démocratique apaisée au Cameroun? Oui. Moi, je pense que une alternance démocratique passe nécessairement par... Parce que, voyez-vous, il y a des schémas qui sont évoqués. D'aucuns pensent qu'en l'état, dans les circonstances actuelles, il serait difficile. Bon, tout le monde est plus ou moins certain que le président va se représenter. Il y a des signes. C'est ça. Beaucoup estiment que s'il se représente, il va passer. Donc, de ce point de vue, il y aurait peut-être il y aura un contentieux, quelques revendications de l'opposition, mais ce sera pesé. C'est ça. L'autre hypothèse ou les autres hypothèses, c'est que le président ne se présente pas. C'est ça. Et là, on rentre donc dans le schéma de l'alternance qui paraît comme une inconnue des plus inconnues, si je peux me redire. C'est ça. Dans ce sens que, qui pourrait prendre? Est-ce l'opposition? Est-ce l'entourage? Beaucoup ont évoqué à un moment le fils. Certains parlent des collaborateurs proches du président. Je ne vais peut-être pas citer des noms. Alors, de ce point de vue, dans cette perspective, y a-t-il dans le schéma une réalité qu'on peut percevoir dans l'apaisement après élection? C'est possible. D'accord. Il est possible de parvenir à une alternance pacifique. Okay. C'est le souhait de tous les Camerounais. Absolument. J'ai connu, en passant, j'ai connu la Côte d'Ivoire. Peut-être pas tous les Camerounais, il y a des gars, il y a les militants du RDPC qui veulent tout le temps que leur candidat passe. C'est le droit de Paul Biya, au plan juridique, de se présenter. À partir du moment où le verrou, la limitation des mandats a été levé, Paul Biya a tout à fait le droit de candidater. Mais à condition maintenant de présenter un dossier qui soit recevable. Et donc, moi, j'ai émis des réserves par rapport à la recevabilité de son dossier. Bon, maintenant, on peut battre Paul Biya aussi. Et puisque nous savons tous comment les élections ont toujours été organisées dans notre pays. Les élections sont souvent organisées avec des faux observateurs internationaux. Vous vous rappelez Transparency International, n'est-ce pas, des balayeurs de rue en France, qu'on nous a amenés pour apprécier le processus électoral. Et puis je vous ai dit, avec la découverte des perles contenues dans le code électoral, je ne suis pas sûr que les choses se passeront en 2025 comme elles se sont toujours passées antérieurement. Parce qu'on voit les jeunes mobilisés, l'opposition s'organise mieux pour assurer notamment une meilleure présence dans les bureaux de vote. Je crois qu'au-delà de ce que les partis font individuellement, vous rappelez l'initiative du compatriote Abdourahmane Amidou Baba, qui recrute 60 000 hommes et femmes d'honneur pour justement accompagner les partis d'opposition à assurer la surveillance du vote. Michel Doki nous parlait, elle, de 10 000 citoyens qu'ils forment dans le cadre de leur initiative. Voilà, donc autant d'initiatives qui sont de nature à assurer la préservation du résultat issu par les urnes. Parce que vous voyez que déjà que les inscriptions sur les listes électorales sont un indicateur de ce que l'engouement pour la chose politique prend de l'ampleur. Or, avant, on avait des élections où à peine 3 millions de Camerounais y prenaient part. Mais cela montrait que en cas de contentieux, c'est 3 millions seulement qui étaient intéressés, moins du dixième de la population. Alors, si aujourd'hui on arrive à un chiffre de 10 millions, mais ce n'est plus 3 millions de personnes seulement qui sont intéressées, c'est 10 millions. Et vous pensez que on aura autant la même facilité d'inverser les résultats des élections avec 10 millions de personnes? C'est quoi les 10 millions, les 8 millions vont se lever pour se dire stop? En tout cas, je dis, il y a le premier travail que les partis politiques doivent faire, et vous avez énoncé ces initiatives. Vous êtes dans la théorie du rapport de force? Un peuple debout, 20 tout armé, 20 toute dictature. Un peuple debout. Donc il faut redouter. Écoutez, je vous ai dit que j'ai eu une expérience à la Côte d'Ivoire. Il faut se méfier de l'eau qui dort. La Côte d'Ivoire jusqu'ici était un havre de paix. Vous comprenez? Mais l'obsession de quelques individus a écarté. Ceux qui avaient tout pour prêter à la candidature, cette obsession à les écarter a amené le pays dans une pour revenir au Cameroun, ce qui n'est pas souhaitable. Est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui pour les partis politiques, au regard
des réclamations qu'ils font. Oui. Système électoral verrouillé. Est-il encore pertinent de participer à cette élection ou doit-on procéder ou doit-il les partis faire un boycott? Le boycott est un moyen d'expression politique. Et il faut comprendre les partis qui boycottent. Dans l'histoire politique de notre pays, le SDF a souvent boycotté, je crois que l'UNDP a boycotté, le MRC a boycotté. C'est un moyen d'expression politique. Mais le boycott n'est pas une stratégie permanente. Donc, le boycott, lorsque vous faites un boycott, c'est pour susciter un peu plus d'attention de ceux qui sont en position de pouvoir par rapport aux récriminations que vous élevez. Mais lorsque vous faites face à un autisme méprisant, vous êtes obligé de changer de stratégie. Et à ce moment-là, la participation devient plutôt la meilleure option. Et je pense que par rapport à notre environnement politique, c'est bien ce que le MRC fait aujourd'hui. Mais lorsqu'on le fait, idéalement, on devrait, si le gouvernement était un tout petit peu attentif, idéalement, on devrait modifier le code électoral afin de le rendre consensuel. Un code électoral auquel tout le monde adhère. Mais ce n'est pas le cas. Alors, lorsque vous avez donc un gouvernement autiste, c'est quoi? C'est d'utiliser les ressorts que le dispositif législatif en place vous donne pour essayer d'inverser la tendance. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, dans le code électoral, on y découvre des perles. L'article 80 qui fait problème. Jusque-là, personne n'avait perçu la pertinence de cet article 80, qui insiste sur la publication de la liste électorale nationale, dont la nécessité par rapport à l'élection présidentielle ne se dément pas. La circonscription électorale, la présidentielle, c'est l'ensemble du territoire national, y compris les missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. Or, il n'y a que la liste électorale nationale pour permettre d'identifier les doublons. Dans le cas d'une élection communale, vous ne pouvez pas voter dans d'autres communes. Mais la loi ne dit pas non plus que vous la prendrez, cette liste, les 8 millions d'électeurs inscrits, et vous la plaquez sur un tableau quelque part, en lieu précis. Il y a des compatriotes qui ont... Kama a tenté une réponse, du moins tout au moins le directeur général adjoint a tenté une réponse pour dire que les publications faites dans les localités sont effectivement la liste électorale nationale. Puisque vous le dites, non. Il y a la circonscription est unique. C'est ça. Dans le code électoral, les termes sont bien utilisés à dessein, en fonction des contextes. Il y a les listes électorales, il y a les listes électorales qui n'ont pas l'épithète nationale. Les listes électorales qui ont donc une dimension communale ou départementale. Parce que ce sont les listes que l'ECAM reçoit pour établir la liste nationale. L'article 80, bien, on dit après avoir compilé les listes nationales, les listes communales et départementales, et procéder au toilettage. Le directeur général procède à la publication de la liste électorale nationale. Je vous dis, quand il s'agit d'une élection communale, mais, M. Dipita, il s'agit d'élire les conseils municipaux d'une commune. Bien sûr. La circonscription électorale, c'est la commune. Donc, vous pouvez bien vous contenter de la liste publiée pour la commune. Absolument. Quand il s'agit d'élection des députés, vous pouvez bien vous contenter de la liste publiée au niveau des députés. Parce que si vous êtes du Mungo, et qu'un autre député est en compétition, disons, dans le Onkam à côté, du côté de Kekem, ça ne vous intéresse pas. Dans tous les cas, votre élection n'a pas le même impact. Absolument. Parce que même si vous votez plusieurs fois, vous voyez, celui qui a vérifié l'authenticité des personnes qui votent dans sa circonscription départementale peut être rassuré. Mais dans le cas de la présidentielle, si votre nom apparaît dans 2 communes, vous êtes capable de voter 2 fois. Parce que la circonscription électorale est unique. Donc pour vous, l'ECAM doit publier la liste nationale. Le nom de 8 millions d'électeurs dans... Quand on parle de publication, justement, ceux qui essayent d'entretenir le flou autour de notre processus électoral parlent de l'impossibilité matérielle de publier la liste électorale. Exact. Mais le Cameroun n'est pas le premier pays à avoir inventé la règle selon laquelle la liste électorale doit être publiée. Autour de nous, il y a des pays qui l'ont consacré, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et je crois que l'actualité que les Camerounais ont le plus commenté, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec les TIC, l'administration est tenue du principe d'adaptation. Quand on parle du principe d'adaptation, ça veut dire que l'administration n'est pas figée. Elle doit s'adapter à l'évolution de l'environnement technologique, social, économique et tout le reste. Donc même si, à la conception de ce texte, il était question d'afficher la liste de manière physique, avec les TIC, cela devrait entraîner une modification de la modalité d'affichage. Et l'exemple de la Côte d'Ivoire est là pour nous dire, la liste compilée, fusionnée,
qui est nationale, est remise aux acteurs politiques pour leur permettre, justement, lorsque la liste est numérique, mais elle permet d'entrer les grilles par lesquelles on procède à son tri. Parce que quand vous entrez là-dedans, mais vous pouvez cliquer par l'ordre alphabétique. Et donc, s'il y a 2 Dipita Tongo, mais ça va apparaître. Et maintenant, la comparaison va se faire peut-être au niveau de la date de naissance du lieu, pour savoir s'il s'agit de la même ou de 2 personnes. Donc, c'est comme ça que les États modernes, démocratiques, fonctionnent. Et donc, le Cameroun n'invente pas la roue. On sait comment ça se passe ailleurs. Le Cameroun peut faire la même chose. On a évoqué le boycott tout à l'heure et ça nous remet en plein dans l'actualité courante, si je peux me redire. Il ne nous reste que 30 minutes. Hein. Il faut qu'on épuise un peu cela. Parlant de la controverse sur l'éligibilité de Maurice Kamto, le président du MRC, tout au moins sur la possibilité pour son parti politique de l'investir. Alors, sur quelle base, vous, puisque vous avez pris position là-dessus, vous affirmez qu'il peut être éligible malgré le boycott des législatives et municipales de 2020, il peut être investi par son parti politique. Bien, pour vous répondre, je vais synthétiser toutes les thèses, n'est-ce pas, que j'ai avancées par rapport à cette question. Alors, pour avoir très bien suivi des compatriotes qui ont pris position dans ce sens, je vais convoquer notamment l'avis de M. Hilaire Kamga. D'accord. N'est-ce pas? J'espère qu'il me concède de l'appeler monsieur. Parce que, voilà. Donc, de M. Hilaire Kamga et du professeur Onangini. Donc, ce qu'on fera aussi, docteur Hilaire Kamga. Allons-y. Son pédigré académique est actuellement discuté. Je crois que ce n'est pas une insulte de l'appeler monsieur. Moi, appelez-moi Tim Chouin, c'est mon nom. D'accord, allons-y. Mais je préfère ne pas être le plus juste possible. À partir du moment où il y a une polémique autour de son grade, allons-y. Je préfère dire monsieur Hilaire Kamga. Ce n'est pas une insulte. D'accord. Alors, donc, je dis, je les ai suivis. Et vous voyez que l'un et l'autre, professeur Onangini ou Hilaire Kamga, estiment que sur la base, tantôt de l'article 3 pour Hilaire Kamga, ou l'article 6 de la Constitution pour Onangini, un parti qui n'a pas pris part à l'élection municipale de 2020 ne peut pas participer à l'élection présidentielle. Mais je leur dis, c'est faux. Quand je prends la thèse de M. Hilaire Kamga, l'article 3 sur lequel il se fonde, Onangini lui-même a écrit dans l'ouvrage intitulé « La Constitution du Cameroun ». Il est le commentateur de cet article 3. Lui-même dit on ne peut comprendre l'alinéa 3 qu'en rapport avec l'alinéa 2. Je veux dire qu'on ne peut comprendre l'article 3 qu'en rapport avec l'article 2. Et l'objet de ces 2 articles-là, c'est quoi? C'est de désigner les acteurs du jeu électoral. Le principal titulaire du jeu électoral, c'est le citoyen. Absolument. Et les partis ne sont que les accompagnateurs. Lisez surtout la version anglaise de notre Constitution. L'article 3 est dit « Political parties and groups shall help the electorate ». Il s'agit pour les partis d'aider les citoyens. Absolument. Et donc je dis, si les partis politiques ne sont que les véhicules, les moyens par lesquels les citoyens expriment leur droit de vote, ça veut dire que le véritable titulaire, c'est le citoyen. Or, un citoyen n'est pas obligé de voter à chaque fois. Le citoyen qui n'a pas voté en 2020, M. Dipita, perd-il son droit de voter en 2025? Non. Vous dites bien non. Au nom de quoi est-ce que le parti qui a boycotté, qui n'est que l'accompagnateur du citoyen, va perdre son droit de participer à une élection parce qu'il n'a pas pris part à l'élection précédente? On ne peut pas traiter plus durement. Selon Hilaire Kamga, que vous avez cité, le professeur Onangini, parce que justement la loi cite spécifiquement le cas du candidat et pas le cas de l'électeur. Je leur oppose ceci. D'accord. L'élection présidentielle est l'élection la plus importante d'un pays. Est-ce qu'ils reconnaissent quand même que le code électoral permet la candidature indépendante? Oui, bien sûr. Si on est candidat indépendant pour accéder à la magistrature suprême d'un pays, sans passer par un parti. Mais ils sont d'accord. Hein. De ce point de vue, il n'y a aucune opposition. Tout le monde dit... En fait, l'opposition se pose sur la capacité du MRC à pouvoir investir un candidat, notamment son président. Oui, mais en fait, ils veulent faire de la participation d'un parti le critère de participation à toute élection future. Et je leur dis déjà que la candidature à l'élection présidentielle est ouverte à tout individu, au titre de la candidature indépendante. Oui, lorsque je me présente comme indépendant, mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas m'interdire de le faire alors que je n'étais pas candidat avant? Dans tous les cas, passons. Pour ce qui est de M. Onangini, alors, c'est dans l'interprétation de l'article 6 de la Constitution qu'il a pu dire, qu'il a pu invoquer la maxime specialia generalibus derogans. Une maxime utilisée dans un contexte complètement déplacé,
Parce que je l'ai dit, cette maxime ne s'emploie que pour comparer des textes de même valeur. Absolument. 2 arrêtés, 2 décrets, 2 lois, 2 textes internationaux, ainsi de suite. Donc cela ne peut jamais être convoqué dans le rapport de force entre la Constitution et une loi. Le principe en matière de respect de la hiérarchie juridique, c'est que aucunement, dans aucune circonstance, une loi ne peut violer la Constitution. Et c'est le sens, pour que le commun des mortels comprenne, c'est le sens des visas que l'on met dans l'élaboration des textes. Quand vous prenez le code électoral, dans sa version authentique, on commence par vu la Constitution. Absolument. Et puis s'il y a d'autres textes supérieurs auxquels, le code électoral auquel la loi électorale se réfère, c'est visé. Absolument. Le vu, pour le commun des mortels, signifie en considération de ce qui a déjà été dit par la Constitution. Parce que la Constitution donne à la loi d'entrer dans des détails. Absolument. Comme pour dire que, quand en légistique, on vise un texte au fronton, au visage d'un texte, ça veut dire que on considère déjà ce qui a été dit par ces textes comme acquis. Absolument. D'accord? Et donc le législateur embraye plutôt sur les détails ou bien sur d'autres modalités particulières, sans pouvoir, sous aucun prétexte, contrarier les textes qui l'ont précédé, auxquels il est soumis. Alors, donc revenons dans le cas de M. Nguini. Lorsque vous prenez l'article 15, les gens me disent que l'article 15 n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Mais c'est un texte fondamental. Mais puisque c'est l'article 15 qui vous décrit le mode de représentation qu'a choisi le Cameroun. Avant 1996, c'était le mandat impératif. Absolument. Mais depuis 1996, c'est l'interdiction du mandat impératif. Autrement dit, c'est l'option en faveur du mandat représentatif. Mais M. Tongo, par définition, par essence, le mandat représentatif est conçu pour aménager la liberté et l'indépendance de l'élu vis-à-vis de son parti. Je crois que cette définition n'a plus besoin d'être rappelée. Comment donc pouvez-vous dire qu'un système, que la Constitution ménage l'élu, qui est donc libre au lendemain de son adoubement, de quitter son parti sans perdre son mandat. OK? Et si le pouvoir d'investiture est un attribut du mandat, à partir du moment où l'élu peut promener son mandat de parti en parti, puisque le mandat représentatif emporte pour l'élu le droit à la transhumance infinie. Et quand vous lisez les rapports que j'ai exploités dans certains vidéogrammes de ma page, mais ces rapports révèlent des députés qui, en une vingtaine d'années de législature, ont migré 150 fois. C'est la liberté dont bénéficie l'élu du fait de l'option en faveur du mandat représentatif. Ça veut dire que le mandat devient la chose de l'élu et non celle du parti. Et le pouvoir d'investiture est un attribut du mandat. Si donc le pouvoir d'investiture est collé au mandat, mais vous comprenez que l'élu peut le promener là où il le veut. Donc pour vous répondre, à partir du moment où le MRC a aujourd'hui recruté des élus, transfuges d'autres partis, ils sont venus au MRC avec leur mandat, lequel mandat comporte le pouvoir d'investiture. Et je vous dis pour les besoins du droit comparé, la République en marche en France. Mais rappelez-vous, l'article 15 qui fait tant débat est la reproduction de l'article 27 de la Constitution française en vigueur. Vous comprenez? Absolument. Mais si en France, on a recouru à ça, mais pourquoi au Cameroun, c'est inapplicable? Le recrutement des élus se fait d'abord par l'élection, mais il peut aussi se faire par le débauchage, ou alors par les adhésions. Et puisque je dis, cette interprétation que je donne d'ailleurs, c'est une interprétation fondée sur une position assouplie. Parce que ma thèse principale, c'est de dire que cet alinéa 2 de l'article 121 qui pose tant de problèmes est anticonstitutionnel. Parce que, et là l'article 15 dit, l'élu représente l'ensemble de la nation. Pour les députés, pour les sénateurs, on dit les collectivités territoriales, décentralisées. Mais nulle part, les textes de notre pays ne consacrent la représentation partisane. Et à cet égard, je vous envoie à lire le commentaire du collègue Mbarga Niaté. Mbarga Niaté, qui commente l'article 15, alinéa 2 de la Constitution. C'est un ouvrage, je dis bien l'ouvrage, c'est la Constitution du Cameroun. Ouvrage coordonné par le professeur Jean-Louis Atangana Amougou. Ouvrage auquel ont participé les professeurs Ondoa de Yaoundé 2. Non, pas Magloire Ondoa. Okay. Le recteur. Franklin Ondoa de Yaoundé 2.
les sommités du droit constitutionnel comme les professeurs Ngele Abada. Hein, mais vous avez là-dedans toute la crème. Je n'ai vu peut-être que les professeurs Gimdo, Abba Oyono ou bien Bilon Salomon et peut-être mon ami Lormont qui n'y sont pas. Ou bien le professeur Ondoa Magloire. Mais en dehors de ces noms-là, mais toute la crème du droit constitutionnel est qu'auteur de cet ouvrage. Et donc l'article 15 alinéa 2 est commenté par le collègue Mbarga Niaté. Le grand A du grand 1 de son commentaire à l'article 15 alinéa 2 est intitulé « Le rejet de la représentation partisane ». Ça veut dire que depuis la Constitution, il est clairement dit que toute représentation partisane est interdite. Si la Constitution le dit, mais de quelle autorité peut se prévaloir la loi pour parler de partis représentés? Vous comprenez? Absolument. Donc c'est pourquoi mon postulat de base, c'est de dire cet alinéa de l'article 121 est anticonstitutionnel et comme tel ne devrait jamais être appliqué. Puisque l'ECAM, dans ses missions, fonctionne en respect de la Constitution et des lois. Alors, ça veut dire qu'il a le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité d'un texte qu'il est chargé d'appliquer. Or, il ne s'agit pas d'annuler tout le code électoral. Parce que je suis d'accord avec le professeur Ona que le code électoral trouve sa légitimité dans l'article 6 de la Constitution. Mais c'est les conclusions qui me dérangent. Parce que si le code électoral peut intervenir par délégation de la Constitution, mais c'est à condition que le code électoral ne contrarie jamais la Constitution. Et donc, si le code électoral intervient et que certaines de ces dispositions sont contraires à la Constitution, ces dispositions-là sont simplement réputées non écrites. Alors, et on doit donc lire le code électoral comme si ces dispositions n'existaient pas. Ce débat d'intellectuels qui ne s'accorde pas finalement, puisque chacun garde ses positions et invoque d'ailleurs les mêmes lois, la Constitution et puis toutes les autres lois, est-ce que ça ne fragilise pas justement la posture de l'intellectuel que vous êtes ou des intellectuels que vous êtes vis-à-vis de l'opinion? Personnellement, je n'ai pas de problème. Parce que j'ai la conviction que je suis dans la rigueur analytique. Okay. Ce sont les autres qui peuvent dire n'importe quoi. Je vous ai pris l'exemple de mon collègue, le professeur Onangini. Mais aucun juriste sur cette terre, M. Dipita, je vous le dis là sous serment, je vous ai dit, j'ai rédigé 3 thèses, j'ai une agrégation de droit privé et j'étais major de ma promotion. Aucun système juridique sur cette terre ne permet à une loi de contrarier la Constitution. Ça, c'est sûr. D'où vient-il donc que le professeur Onangini puisse le dire? Mes étudiants me disent, mais monsieur, nous avons entendu des énormités quelque part. Deuxième argument, je m'appuie sur des principes universels. Le deuxième principe est qui défie monsieur Hilaire Kamga, qui en passant est promoteur d'une ONG des droits de l'homme. Et là, on va y revenir. Je dis, le droit de vote, monsieur Dipita Tongo, qui est un droit fondamental. Et là, vous comprenez, je vais convoquer cela en passant pour le cas des obstacles à l'inscription de la diaspora sur les listes électorales. Donc le droit de vote qui concerne le citoyen et le droit de candidater, qui en termes techniques est généralement désigné comme le droit de participer à la gestion des affaires publiques. Et qui concerne dans le cas Kamto, mais ce sont des droits fondamentaux. Déjà garantis par la Constitution, à partir de l'énoncé de son préambule, qui renvoie aux autres textes internationaux consacrant les droits de l'homme, mais qui sont surtout détaillés dans 2 textes internationaux dont le Cameroun est membre. L'article 25 du Pacte international des droits civils et politiques. Et ensuite l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Quand vous lisez la définition de ces droits-là, déjà par définition, un droit de l'homme est un droit qui appartient à tout être humain du seul fait qu'il s'agit d'un homme. C'est un droit inhérent à la qualité d'individu. Et donc, par essence, ce sont des prérogatives que chacun devrait exercer sans restriction. C'est ça l'essence même des droits de l'homme. Et donc, conscient de cela, mais aussi sachant que l'exercice anarchique des droits de l'homme peut générer des frictions dans la société, on prévoit quand même exceptionnellement un encadrement de l'exercice des droits de l'homme. Et notre Constitution en a bien pris conscience en permettant uniquement à la loi, je dis bien uniquement à la loi, compris dans son sens strict, comme étant l'acte du Parlement promulgué par le chef de l'État, de restreindre un droit fondamental. C'est écrit dans l'article 26 de notre Constitution. Et donc, qu'un compatriote, promoteur des droits de l'homme comme Hilaire Kamga, puisse donner une interprétation
tendant à restreindre la liberté de candidater de ses concitoyens, sans nous donner un fondement légal, c'est aberrant pour quelqu'un qui défend les droits de l'homme. Vous comprenez? Alors, quand je le dis là, j'espère que ses partenaires écoutent très bien ce que je dis. On ne peut pas être promoteur des droits de l'homme et plaider pour que les droits de l'homme soient frustrés dans un pays. Donc, je peux encore considérer à mes collègues de dire n'importe quoi, mais que cela vienne de M. Hilaire Kamga, c'est extrêmement grave. Cela dit, Hilaire Kamga lit la loi comme vous. Je veux dire qu'il s'inspire de la loi. Ce n'est pas lui qui a fait cette loi. Mais il est censé connaître le régime des droits fondamentaux. Il ne peut pas nier que le droit de vote ou le droit de candidater soit des droits de l'homme. Et en tant que tel, il ne peut y avoir de restrictions qu'envers la loi. Et donc, je leur demanderais, quand ils nous disent aujourd'hui que le MRC pour avoir boycotté ne peut pas présenter, je leur pose seulement la question, c'est écrit où? Parce que c'est une interprétation qui tend à restreindre. Alors, et de par l'article 26 de notre Constitution, il n'y a que la loi pour restreindre l'exercice d'un droit fondamental. Est-ce que cette confusion ne révèle-t-elle pas un positionnement entre le droit et la vie politique des acteurs publics que vous êtes? Bien sûr. Vous savez, le droit ne s'accommode pas sur la politique. Même si la politique, en priori, devrait être encadrée par le droit. Parce que le jeu politique n'est pas une arène, n'est-ce pas, sans règles. Absolument. C'est le droit qui encadre tout. Bon, maintenant, quand on parle de règles du droit, c'est la rigueur scientifique. Un peu comme ce dont je me prévaux. Quand mes collègues me disent que, privatiste de mon État, je ne vais pas intervenir dans ce débat, j'invoque les principes que personne ne peut normalement me contester. C'est des principes immuables, universels. Vous comprenez? Et je vous donne chaque fois le fondement de chacun de mes propos. Maintenant, lorsqu'on est dans la dimension politique, et par rapport à ça, je vous ai dit par rapport à l'article, à l'alinéa 2 qui fait problème, j'ai donné la lecture juridique qui consiste à dire cet alinéa 2 est inapplicable. Mais je propose également une lecture politique. Or, lorsqu'on parle de politique, ça veut dire on met le droit à côté. La politique, c'est le compromis. C'est-à-dire qu'on dit, bon, il y a une crise, on fait comment? Vous savez très bien que pendant les accords politiques, on dit, bon, ceux qui ont tué là, on va vous amnistier. Est-ce que c'est pour dire que le crime cesse d'être une infraction? Non. Ça veut dire que dans le contexte politique, on peut mettre la rigueur du droit à côté. Mais la politique aussi, parfois, c'est la mauvaise foi. Et donc, quand mes collègues le disent, sans fournir le fondement de leurs propos, ils sont plus dans une posture politique que juridique. Et là, c'est regrettable. Parce que si vous parlez en tant que scientifique, c'est d'abord les bases incontestables qui devaient fonder votre raisonnement. Bon, maintenant, on ne peut pas interdire aux gens d'être de mauvaise foi. C'est leur droit tout à fait absolu. Mais dans un pays normal, la primauté doit revenir à la règle de droit. Alors, en définitive, puisque le débat est en cours, si le débat persiste, le Conseil constitutionnel devra effectivement trancher. Alors, vous êtes partisan de ceux qui se disent, en attendant qu'il soit saisi, ou au lieu qu'il soit saisi, le Conseil, en plein débat, le Conseil constitutionnel devrait, en plein débat, trancher. Ou alors, vous êtes de ceux qui disent, on attend qu'il soit saisi. Ce débat est utile pour outiller même les membres du Conseil constitutionnel, y compris aussi les membres de l'ECAM. Absolument. Parce que le premier filtre, c'est au niveau de l'ECAM. Absolument. Et il faut donc rappeler à l'ECAM que dans son fonctionnement, il ne peut pas faire fi de la Constitution. C'est une instance juridictionnelle parce que l'ECAM statue sur la base du droit. Absolument. Et donc, il ne peut pas ignorer l'ampleur de ce débat qui les oblige donc à comparer les conditions de recevabilité des candidatures en confrontant ces conditions avec leur conformité à la loi électorale et à la Constitution. Donc, notre plaidoyer devrait les amener, et comme je l'ai dit dans d'autres sorties, à admettre la candidature de tout parti dès lors qu'il est légalisé. Parce que si l'alinéa 2 est réputé non écrit, ça veut dire que dans la lecture de l'article 121, il ne reste que l'alinéa 1. Or, l'alinéa 1 permet à tout parti légalisé de présenter un candidat. Vous comprenez? Et l'alinéa 1.1 permet à tout parti de présenter. L'alinéa 1.2 permet les candidatures indépendantes. Donc, ne sera réputé non écrit que cet alinéa 2. Elle est quand même invitée à faire cet effort. C'est le plaidoyer que nous faisons parce que nous voulons que notre pays reste en paix. Au regard de l'engouement, au regard de tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, je dis, prendre le risque d'exclure un candidat à l'élection présidentielle est dangereux. Déjà, même si les objectifs, les motifs, l'exposé des motifs de la réforme du code électoral
qui a justifié l'alinéa 2 avait été pertinent. Je dis, cette option était antidémocratique. Vous comprenez? Parce que la démocratie, c'est l'inclusion. C'était une option antidémocratique. Donc nous ne le disons pas seulement parce que aujourd'hui nous disons qu'il est contraire à l'article. Parce que la démocratie, c'est l'inclusion. Il s'agit des droits fondamentaux. Et par définition, par nature, un droit fondamental est un droit qui est ouvert à tous. Dans leur rédaction, on parle vraiment de toute personne. Chacun a. Vous comprenez? Il n'y a pas d'exclusif. La loi ne peut aménager que de manière exceptionnelle pour restreindre. Et donc, même si le projet avait été envisagé, c'était un projet qui ne devait pas être recevable parce qu'il viole le caractère républicain et démocratique de notre pays. Vous comprenez? N'empêche, et vous les avez cités, j'espère que je n'aurai pas un droit de réponse, n'empêche que vous ne voulez pas le débat entre vos collègues, pour certains, le professeur Onanguini, qui sait peut-être, il est quand même grandement été cité, je présume qu'il voudra répondre. Vous ne voulez pas le débat entre scientifiques? Bien, j'ai un panel qui est envisagé dans quelques jours avec M. Hilaire Kamga, qui prend part à ce panel-là. Donc, il est du côté opposé. J'espère qu'il va confirmer sa participation. Donc, je n'ai pas peur du débat. Et avant que la question du professeur Onanguini ne monte en surface, mais j'avais déjà partagé 2 panels avec le professeur Luison et Somba. Ah non, ok. Sur la question. Non, ok, moi je pense. Avec le professeur Luison et Somba. Sur des chaînes concurrentes à vous. Une chaîne de télé à l'étranger, n'est-ce pas? Et une chaîne locale. Donc le débat, je n'ai pas peur de ça. Je vous parle. Votre chaîne va publier mon propos. Donc je n'ai pas peur d'être contrarié. On prend rendez-vous avec nos téléspectateurs pour un débat sur cette chaîne avec le professeur Onanguini. Je vous dis pourquoi je le ferai. On prend la disposition. Je ne le ferai pas. Je vous dis pourquoi je ne le ferai pas. Non, pourquoi? Écoutez, je vous dis donc que ce débat, je le tiens sur toutes les tribunes. D'accord. À l'interne comme à l'international. Et donc je dis, pour ce qui est de mes collègues, le professeur Luison et Somba, avant la révélation de Onanguini, a partagé avec moi 2 plateaux sur la question. D'accord. OK? Et je dis, un autre plateau devrait me confronter avec Hilaire Kamga et M. Motte sur un autre plateau dans quelques jours. Quand je parle dans votre chaîne, vous allez publier cette émission. Bien sûr, on va la diffuser. Je m'expose au monde. Ça veut dire que je soumets ma dignité de scientifique à la critique mondiale. Et si je le dis, c'est bien parce que mais si vous le faites j'assume ce que je le fais. Si vous le je ne ferai pas de débat avec M. Onanguini pour 2 raisons. Voilà, d'accord. La première raison, c'est que le collègue m'a donné l'impression qu'un débat avec lui n'apporterait rien. Ce serait plutôt de nature à noyer mes étudiants. Parce que déjà, je vous ai pris 2 exemples. C'est lui qui a défendu la thèse selon laquelle la loi électorale peut contrarier la Constitution. Pour moi, c'est inadmissible. C'est le premier cours que je dispense à mes étudiants. C'est la meilleure occasion de lui montrer que c'est inadmissible. Mais avec lui, je ne vais pas m'accorder. Puisqu'il continue à vociférer sa thèse, malgré les précisions que j'ai apportées, il continue à lui dire. Vous voulez que je m'assieds avec lui pour qu'il continue à débiter ces conneries-là? Je ne peux pas le supporter. Mes étudiants de première année. On va mettre un encart sur conneries et on enlève. Mais juridique, sur le plan du droit, c'est inadmissible. Mes étudiants de première année corrigent ça. J'ai dit mes étudiants de première année corrigent ça. Il n'y a aucune hypothèse, aucune circonstance où une loi puisse contrarier une confrontation est l'occasion la plus... Parce que dans le code électoral, on commence par dire vu la Constitution. Ça veut dire en considérant... Une confrontation est l'occasion la plus belle pour le... Et je vous ai cité le collègue Mbargane Niaté, qui commente l'article 15. La deuxième raison, qui dit la Constitution rejette toute représentation partisane. La deuxième raison pour ne pas faire un débat avec Onanguini, c'est laquelle? La deuxième raison, c'est le cas dans lequel l'appel m'a été fait. D'accord. Et je l'ai suffisamment développé. Vous voyez, je sais que votre chaîne, à un moment donné, a été suspectée de contribuer à la promotion du tribalisme. Bon. Hypothèse que je n'ai pas nécessairement entérinée. Mais la chaîne sur laquelle il m'a invité, personnellement, je crois que c'est une chaîne tribaliste. Et je ne peux pas associer mon image à ça. Excusez-moi d'utiliser votre chaîne pour le dire, mais c'est la conviction d'un citoyen. On ne peut pas comprendre qu'un compatriote comme M. Elie Lobé, qui profère des propos haineux et tribalistes à longueur de journée, en violation de la loi pénale camerounaise, continue, n'est-ce pas, de se pavaner et de mettre à mal la cohésion nationale sans que le gouvernement ne réagisse. Je ne peux pas associer ma chaîne, mon image à une telle chaîne. Le MR sera-t-il un candidat à l'élection présidentielle? Selon vos analyses, vos convictions, votre connaissance du droit,
Pensez-vous que le MRC aura un candidat à l'élection présidentielle de 2025? Oui, je crois que le professeur Kamto a clairement manifesté son intention de candidater. En tant que citoyen camerounais, il en a le droit. Et je vous ai dit, il y a plusieurs modalités pour se présenter. Donc, il lui appartiendra de choisir. Vous parlez du MRC. Je parle du MRC. Justement, mais le MRC a déjà tenu sa convention, une convention d'investiture, à l'occasion de laquelle la personne du professeur Maurice Kamto a été désignée. Donc, je ne doute pas là-dessus. Je dis, est-ce que vous pensez que cette candidature pourrait être retenue au regard des, bien sûr, au regard des contours de la loi que vous venez de décrypter? Je ne doute pas de ça. Au regard des acteurs. Si le Conseil, si l'ECAM et le Conseil constitutionnel sont des institutions dont la mission est d'appliquer le droit en vigueur dans notre pays, et il n'y a pas de raison pour que la candidature du professeur Maurice Kamto ne tienne pas. Parce que, je dis, que l'on prenne la candidature du professeur Kamto sous le prisme de l'alinéa premier, c'est une candidature qui est possible à tous les partis. Mais si on veut l'apprécier sous le prisme de l'alinéa 2, c'est une candidature qui sera également validée parce que cette alinéa 2, qui parle de partis représentés, c'est-à-dire la moindre concession que l'on puisse lui concéder, mais c'est de considérer que le parti représenté, c'est celui dont les militants siègent dans l'une des assemblées désignées par la loi. Et actuellement, le MRC, qui a procédé à l'accueil récent de plusieurs militants transfuges d'autres partis, dispose bien des élus qui donc le représentent dans les assemblées où il siège. Pour terminer, y aurait-il un risque si le professeur Maurice Kamto n'était pas candidat à la prochaine élection présidentielle? Ah oui, c'est sérieux. Pour l'expérience que j'ai de la Côte d'Ivoire, je ne souhaiterais pas. J'ai travaillé pour le compte des Nations Unies en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Et je dis, j'ai été amené à comprendre les causes de la crise ivoirienne. Les séquelles sont encore visibles. La Côte d'Ivoire a connu des milliers de morts à la suite de cette crise. Et la seule cause, c'est la notion d'ivoirité qui avait été créée pour éliminer quelques candidats. Nous ne souhaitons pas. Tout cela, si nous considérons le droit de participer comme un droit fondamental, mais l'exclusion devrait être l'exception. Vous comprenez? Et je dis en démocratie, on doit être dans l'inclusion. La démocratie est inclusive. Et la démocratie doit bâtir une légitimité forte. C'est pourquoi il faut permettre à tous, c'est dans la norme, tout en respectant les dispositions légales par rapport à la présentation de candidature. En démocratie, on doit permettre à tous ceux qui nourrissent une ambition de gouverner le pays d'y accéder. Et cela donc passe par la validation de toutes les candidatures sérieuses. Professeur Moïse Chimtwem, merci infiniment d'être venu échanger avec nous sur des problématiques actuelles et certainement donner un plus pour que nos téléspectateurs soient éclairés sur les méandres des lois de notre pays. Voilà, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Je vous garantis que je suis disponible. Absolument. Donc, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure en passant, par rapport aux allusions, ne tenez pas compte pour ce qui me concerne. Merci infiniment. OK? Et donc, je suis disponible. STV, c'est une chaîne crédible. Merci. Elle est sérieuse. Merci. Et je dis, autant que je pourrais, j'apporterai mes lumières pour éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de nos compatriotes sur les diverses thématiques où mon expertise peut servir à quelque chose. Vous nous envoyez extrêmement ému. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Entretien ce soir. On avait le professeur Moïse Chimtwem, qui est agrégé évidemment dans son domaine, enseignant à l'université de Tchang. On a parcouru tout ce qu'il y a autour de la Constitution, des lois nationales, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025, mais bien au-delà aussi des élections à venir. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.